Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette édition sur Télé Sud. Voici les 3 titres à la une de l'actualité. Le cyclone Freddy, considéré comme hors norme par les météorologues, a coûté la vie à près de 200 personnes au Malawi et au Mozambique en revenant frapper l'Afrique australe qu'il avait déjà touché 2 semaines plus tôt. Au Gabon, le bilan du naufrage du ferry Esther Miracle, survenu il y a 4 jours, s'alourdit, portant le nombre de morts à 6, tandis que 31 personnes sont encore portées disparues. 3 jours de deuil national ont été décrétés par le président Ali Bongo. Et demain, il faudra compter sur une 8e journée de mobilisation en France. Et les syndicats ne faiblissent pas et appellent de nouveau à manifester contre la réforme des retraites. En parallèle, le texte suit son parcours législatif. Je vous le disais donc en titre, le cyclone Freddy, qui avait déjà touché Madagascar et le Mozambique fin février, est revenu frapper cette région et le bilan s'est largement alourdi. Au total, au moins 190 personnes sont mortes au Malawi et au Mozambique et le nombre pourrait encore évoluer. On fait le point avec Émeric Torrignon. Des rafales de vent et des pluies torrentielles sur la ville de Quelimane au Mozambique. 2 semaines après son premier passage meurtrier, le violent cyclone Freddy fait son retour dans le pays. La nuit de samedi à dimanche, Freddy s'est une fois de plus déchaîné sur la Mozambique, faisant au moins 4 morts, en plus de la dizaine causée fin février. Ces vents violents, 150 km/h, ont détruit déjà de nombreuses maisons, déraciné des arbres et provoqué des dizaines de déplacés. C'est chaotique. Il va falloir que je trouve un moyen de couvrir ma maison avec des plaques de zinc, que je puisse survivre. Formé au large de l'Australie, Freddy sévit dans l'océan Indien depuis plus de 34 jours. Au Malawi, c'est la désolation. Le cyclone ravage tout sur son passage, coulées de boue, routes affaissées, habitations emportées par les eaux et près de 200 morts. Et le bilan risque bien de s'alourdir dans les prochaines heures. Il pleut sans cesse depuis 2 jours et il y a beaucoup d'inondations. Il y a une montagne qui a laissé s'échapper une coulée de boue sur ses 2 flancs. Ça a affecté de nombreuses personnes car plusieurs habitations ont été emportées. Le niveau des eaux est monté, il y a de plus en plus de populations déplacées. Selon les Nations Unies, plus de 11 000 personnes ont été déplacées par la tempête dans le pays. La coulée de boue a emporté des maisons et enseveli des habitants. Face à l'ampleur des dégâts, le gouvernement malawite a déclaré l'état de catastrophe dans plusieurs régions du sud du pays. Ce cyclone hors norme, qui a atteint le stade de tempête le 6 février, est en passe d'être classé le cyclone le plus long jamais enregistré. Dans sa progression, il décrit une trajectoire en boucle rarement recensée par les météorologues. La caractéristique aussi remarquable, c'est qu'en mer, il a retrouvé à nouveau de la chaleur, de l'humidité, également une atmosphère favorable, c'est-à-dire avec peu de cisaillement de vent, et du coup, il a pu reprendre à nouveau de l'intensité et redevenir un cyclone majeur. Au Mozambique, à part les morts, la tempête a privé d'électricité des milliers de ménages. Au Malawi, la situation est encore plus critique. Le gouvernement du pays a dû ordonner la fermeture des écoles pour 2 jours dans une grande partie du sud. Et l'actualité du jour est évidemment marquée par cet autre drame au Gabon, celui du ferry Esther Miracle qui a fait naufrage jeudi dernier au large du pays alors qu'il reliait Libreville à Port-Gentil. Dans une allocution télévisée hier soir, le président Ali Bongo a décrété 3 jours de deuil national les 14, 15 et 16 mars. Et si le bilan pour le moment est de 6 morts et 31 disparus, les familles espèrent toujours retrouver leurs proches. La localisation de l'épave devrait permettre de rendre d'autres dépouilles à des familles éplorées qui les attendent à quai depuis plus de 4 jours. Les détails avec Souiles Baye. Des cantiques à la mémoire des victimes et des larmes sur les visages. 6 jours après le naufrage du ferry au large de Libreville, les familles pleurent leurs disparus devant une chapelle ardente. Sur un tableau, la liste des prénoms des personnes qui n'ont pas encore été retrouvées. Moi aujourd'hui, mes 4 enfants n'ont toujours pas été retrouvés.
Et le bateau aussi n'a pas toujours été touché. Parce que ils étaient allés chercher dans le bateau, on aurait au moins eu une information précise de savoir exactement ce qu'il y avait dans le bateau. Depuis le naufrage du ferry au large des côtes gabonaises, le bilan provisoire est passé à 6 morts et 31 disparus après la découverte de 3 nouveaux corps. Nous avons vu l'état dans lequel les corps sont arrivés hier, les corps qui ont été retrouvés la veille. Et c'était vraiment un état indescriptible en fait. Donc certains gardent encore un peu espoir parce que les miracles peuvent exister, mais on a un peu perdu espoir de retrouver nos parents vivants. Pour l'heure, 124 personnes ont pu être récupérées vivantes depuis jeudi sur les 161 passagers membres de l'équipage officiellement recensés par les autorités. Malgré les maigres chances de retrouver de nouveaux disparus, certaines familles gardent espoir. Quelqu'un 5 jours sans boire, sans manger quand même, et avec les fortes chaleurs qui se font en ce moment, vraiment les familles ne font que perdre espoir. Mais moi j'ai espoir que les miens doivent sortir. Dimanche, le Premier ministre Alain-Claude Bilibinze annonçait que les recherches continueraient tant que l'épave du bateau n'était pas localisée et que les sauveteurs n'étaient pas sûrs d'avoir remonté tous les corps. Une enquête pénale avait été immédiatement ouverte pour tenter de déterminer les causes du naufrage. Tous unis derrière Ousmane Sonko, c'est le mot d'ordre de l'opposition sénégalaise à 2 jours du procès médiatique du chef de file de Yewwi Askanoui. L'opposition a lancé un appel à la mobilisation prévue en milieu d'après-midi dans un quartier populaire de Dakar et autorisée cette fois-ci par les autorités. L'issue du procès pourrait être un moment clé pour la suite de la présidentielle puisqu'il pourrait déterminer l'éligibilité d'Ousmane Sonko à l'élection qui aura lieu en 2024, une possibilité qui cristallise les tensions dans le pays alors que l'hypothèse d'un nouveau mandat pour le président en exercice Macky Sall plane. Et en République démocratique du Congo, la visite de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU à Goma n'a pas été au goût du vice-premier ministre des Affaires étrangères de la RDC, Christophe Lutundula, qui a jugé très scandaleux et inapproprié les propos des membres du Conseil de sécurité de l'organisation onusienne, appelant les autorités congolaises à s'assumer face à la crise sécuritaire qui secoue l'est de la RDC. Et on reste dans l'est de la République démocratique du Congo où dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, des rebelles présumés des ADF affiliés au groupe État islamique ont massacré plus de 40 personnes. Une attaque d'une rare atrocité pour les quelques survivants qui aujourd'hui ne savent plus où aller. Souilas Bay. Après le choc, il ne reste que l'horreur et la désolation. Dans le village de Mukundi, les rescapés du massacre attribué aux rebelles ADF, affiliés au groupe État islamique, font le récit de cette terrible nuit. Croyant trouver refuge, Kambale Kivieki s'est retrouvé nez à nez avec les assaillants, mais il échappe miraculeusement à la mort. En vrai, la situation était atroce. Je suis sorti du champ et j'ai essayé de demander à un groupe de personnes ce qui s'était passé dans le village, sans savoir qu'ils étaient les assaillants. Ils m'ont demandé de m'asseoir sur le sol et ils m'ont braqué une arme sur la tête. À l'hôpital général de Kalunguta, la plupart des blessés admis après l'attaque ont des plaies à la tête. Le visage meurtri, c'est sur son lit d'hôpital que Kabwo Tsongo, encore marquée par l'attaque qu'elle vient de subir, raconte péniblement le déroulement de son agression. Ils sont arrivés en groupe, comme des visiteurs. Nous pensions qu'ils venaient nous saluer. Ils nous ont ordonné de quitter la maison. Nous nous demandions quel était le problème, pensant qu'il s'agissait de paysans ordinaires. C'est alors que j'ai été tirée, poussée brutalement dehors. J'ai été frappée et coupée au visage par une machette. Agression, meurtre, maison en feu. Selon les autorités locales, le bilan fait état d'environ 40 morts. Pour les rescapés, certains sont dans un état critique. L'hôpital où ils ont été accueillis a un besoin urgent de médicaments.
C'est une première sur le continent. Au Rwanda, 6 laboratoires mobiles de vaccins ARN messagers déployés par la société allemande BioNTech sont arrivés à Kigali. L'arrivée de ces labos mobiles permettra des traitements pionniers en phase de développement contre des maladies, contre le paludisme, la tuberculose et le VIH. Émeric Torquagnon. À l'aéroport international de Kigali, une délégation du gouvernement rwandais et une équipe du laboratoire allemand BioNTech attendent avec impatience l'arrivée d'un vol spécial. Dans cet avion qui a atterri lundi, 6 unités mobiles de production de vaccins. Des unités de production qui permettront de mettre sur pied le tout premier centre de fabrication de vaccins ARN messagers en Afrique. Un moment historique pour le pays, mais aussi pour le continent africain. Nous ne devrions pas être les derniers à demander des vaccins ou des médicaments. Si nous pouvons les produire ici, sur notre continent, c'est donc un rêve qui devient réalité grâce à ces efforts. Le travail d'équipe, le partenariat, mais aussi la science qui a apporté des solutions là où se trouve le problème. Alors que l'Union africaine envisage de réduire considérablement d'ici une vingtaine d'années la dépendance du continent vis-à-vis des vaccins produits à l'extérieur, les unités mobiles, baptisées BioNTiner, viennent favoriser l'atteinte de cet objectif. Ces unités, fabriquées à partir de conteneurs recyclés, seront assemblées ici au Rwanda pour constituer un centre de production de vaccins contre diverses maladies. Si vous disposez de 2 de ces modules de conteneurs, vous pouvez produire 52 à 100 millions de doses de vaccins. C'est donc la première fois qu'une nouvelle technologie très compacte est intégrée dans une salle blanche modulaire qui peut être déplacée, comme aujourd'hui par avion ou comme nous l'avons fait en Allemagne par camion, etc. Le centre de Kigali, qui à terme produira jusqu'à 100 millions de vaccins ARN messagers par an, mettra au moins 12 mois avant de commencer à émettre. En prévision, le Rwanda pourra distribuer des vaccins aux 55 pays membres de l'UA d'ici l'an prochain. Dans l'équipe scientifique de BioNTech au Rwanda, 9 locaux, un chiffre que l'entreprise pharmaceutique allemande compte faire évoluer très vite. Pour l'instant, il s'agit d'une équipe BioNTech, mais nous avons une équipe rwandaise. Nous avons déjà 9 employés et nous avons commencé à embaucher l'année dernière. C'est donc à terme l'équipe rwandaise de BioNTech qui s'occupera de la mise en place et du fonctionnement de ce programme. L'installation du Rwanda est la première des 3 prévues pour l'Afrique. Selon BioNTech, des livraisons sont attendues pour l'Afrique du Sud et le Sénégal. À part le Covid-19, ces laboratoires produiront également des traitements pionniers en phase de développement contre des maladies comme le paludisme, la tuberculose et le VIH qui sont parmi les principales causes de mortalité en Afrique. 5 morts et 11 blessés dans un attentat suicide. Des ONG qui appellent à libérer des otages au Burundi et les anciens billets de banque de Naira réintroduits au Nigeria. C'est le reste de l'actualité internationale préparée par la rédaction. En Somalie, au moins 5 personnes ont été tuées et 11 autres blessées dans un nouvel attentat suicide. Le gouverneur de la région du Guédo, Ahmed Boulé Gared, et plusieurs commandants militaires figurent parmi les blessés. L'attaque a eu lieu ce mardi à Bardera, ville située à 450 km à l'ouest de la capitale Mogadiscio. Le commandant de police de la ville, Hussein Adan, affirme qu'un kamikaze aurait conduit un véhicule chargé d'explosifs sur une maison d'hôte où séjournaient des responsables gouvernementaux. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais les premiers soupçons se portent sur le groupe des Chebab, groupe affilié à Al-Qaïda et auteur de nombreux attentats dans le pays. Au Burundi, des ONG de défense des droits humains ont exhorté ce mardi les autorités du pays à libérer immédiatement 5 défenseurs des droits humains arrêtés pour rébellion et atteinte à la sûreté de l'État. Les militants ont été arrêtés par les services de renseignement le 14 février dernier, alors que 4 d'entre eux s'apprêtaient à prendre un avion pour l'Ouganda depuis la capitale économique Bujumbura.
Les accusations ne semblent s'appuyer que sur leur lien avec une organisation internationale étrangère et le financement qu'ils ont reçu de sa part, selon les ONG, sans donner plus de détails. En février, le ministre burundais en charge de la sécurité, Martin Nitereze, avait affirmé qu'il y a une grande probabilité qu'il y ait risque de financement du terrorisme à travers ces fonds-là. Au Nigeria, les anciens billets d'une valeur de 200, 500 et 1000 naira seront remis en circulation. Ils continueront à avoir cours légal dans le pays jusqu'au 31 décembre 2023. Ces billets avaient été retirés le 10 février dernier. Mais une décision de justice a contraint la Banque centrale du Nigeria à remettre ces billets en circulation. Cette réintroduction des anciens billets de banque devrait réduire les graves pénuries de liquidités qu'a connues le pays. Ces derniers mois, cette pénurie de billets de banque avait exaspéré les Nigérians. Certains, pour exprimer leur mécontentement, ont attaqué à plusieurs reprises des banques et brûlé des distributeurs automatiques de billets. Les semaines passent en France et la réforme des retraites reste au cœur des crispations. Demain, pour la 8e journée de mobilisation, les syndicats maintiennent la pression dans les transports, les écoles ou encore les raffineries. Des perturbations sont à prévoir. Et si le texte arrive en commission mixte paritaire ce mercredi, il prendra le chemin du Sénat et de l'Assemblée nationale jeudi. Le point sur la situation avec Mathilde Nicolas. Pour la 8e fois, de nombreux secteurs vont se mobiliser mercredi contre la réforme des retraites. C'est le cas pour les éboueurs, comme on peut le voir dans de nombreuses villes en France, mais aussi des raffineries, des ports ou encore du secteur de l'éducation. Comme à l'accoutumée, les transports publics seront perturbés. Le trafic sera néanmoins moins frappé que les autres jours de mobilisation. Le ministre des Transports, Clément Beaune, note que la grève sera moins pénalisante, moins handicapante. Non, je ne trouve pas que ce soit une journée noire. Quand on a une galère et qu'on a son train annulé, on considère toujours que c'est une journée noire. Mais quand je regarde l'image d'ensemble, on ne sera pas dans des niveaux de perturbation dans les transports publics comme on a connu certains jours de mobilisation. Ce n'est pas ce que nous anticipons aujourd'hui. À 2 jours du vote final du Parlement sur la réforme des retraites, tout reste ouvert sur l'adoption ou pas du très controversé projet du gouvernement. La droite est le seul groupe politique qui peut permettre au camp présidentiel de faire adopter son texte. Mais le groupe LR apparaît toujours aussi divisé sur le sujet. Une vingtaine de députés LR pourraient voter contre la réforme. Pour éviter un désaveu, l'exécutif penserait au 49.3, une option qui pourrait entraîner une motion de censure. Au parti LR, une mise en garde a été lancée ce mardi contre tout député du parti de droite qui serait tenté par une motion de censure transpartisane. Non, mais je leur ai dit très clairement que s'ils signaient une motion avec Lyot, ils avaient vocation à l'y siéger à Lyot. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça, c'est leur responsabilité, c'est leur choix. J'invite à rien du tout, je les invite à prendre leurs responsabilités, j'en ai tous des grandes personnes. Quand vous signez avec des propositions aussi extravagantes, il faut s'interroger sur le sens de son engagement. Et voilà. Jeudi aussi, la grève sera de mise. Les chefs de file des organisations syndicales comptent bien se faire entendre devant le Palais Bourbon. L'intersyndicale se rendra devant l'Assemblée nationale pour protester contre le texte, alors que les parlementaires devront sûrement se prononcer sur une nouvelle mouture du texte après la tenue de la commission mixte paritaire la veille. Elles sont de plus en plus de femmes au Burkina Faso à choisir la moto comme moyen de déplacement, une façon d'acter leur indépendance. Dans les centres de formation, sur les routes ou derrière la caméra, la femme à moto est devenue symbole d'une autonomie financière au Burkina Faso, sous l'Esbaï. Vêtues de jeans, de robes ou de tailleurs, les Ouagalaises enfourchent fièrement leur moto et parcourent la capitale burkinabé. Depuis plusieurs années, la moto est devenue le moyen de locomotion de prédilection des femmes de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Adepte du 2 roues, Valérie Dambré explique que la moto est devenue une véritable nécessité. Bon, ça détermine la femme burkinabé, le courage de la femme en fait. Voilà, c'est le courage. Il faut avoir le courage. Et vous avez toujours dit que ça demande beaucoup pour nos activités et tous nos déplacements à Ouagadougou aussi. Voilà, donc on a vraiment besoin de ça pour vaquer à nos occupations.
Le réalisateur Kagoy Debord, impressionné par l'allure de ces femmes à moto, a souhaité les mettre en lumière dans un documentaire intitulé Burkina Babes, en compétition au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, qui s'est achevé le 4 mars dernier. Il y avait quelque chose de très spécial. J'étais dans plusieurs parties du monde, et même au Nigeria, on voit beaucoup de motos, des hommes qui conduisent des motos, mais je n'ai pas vu de femmes dans le pays précédent conduire des motos avec une telle allure et très indépendante. Et cela m'a captivé, j'ai été époustouflé. Dans un pays qui a connu la moto comme mode de transport avant l'arrivée des voitures, une femme sur un 2 roues, c'est presque normal. Mais le nombre croissant de ces dames à moto est le symbole d'une plus grande autonomie acquise ces dernières années par la femme burkinabé. Ils en rêvaient, c'est désormais chose faite. Les joueurs de la sélection U20 de football au Sénégal ont ramené la coupe à la maison. Après la CAN 2022 et le CHAN 2023, les Lions de la Teranga ont tout raflé. Et pour ça, ils ont reçu un accueil triomphal. Retour sur leur arrivée avec Mathieu Nicolas. Alors qu'ils viennent à peine d'atterrir à l'aéroport Léopold Sédar Senghor à Dakar et de poser pied sur le sol, les Lionceaux ne le savent pas, mais un accueil digne de ce nom les attend. Un peu plus loin, des supporters sont là pour les remercier de leur incroyable parcours. Portraits de joueurs, danse et chants, les Sénégalais sont fiers de retrouver leurs Lionceaux auréolés d'un nouveau titre de champion. Bon, on est fiers, hein. Comme d'habitude, on est très fiers. Parce qu'on est heureux avec cette équipe-là. Normalement, on devrait s'encourager le championnat du Sénégal. Parce que le produit qui est sorti là, c'est le championnat Sénégal qui a fait ça. Bon, les supporters, toujours, on est derrière, toujours avec les Lions. On est très contents. Samedi au Caire, les Lionceaux de la Teranga ont remporté la finale de la CAN U20 en battant la Gambie 2-0. Dans ce duel entre les deux meilleures défenses du tournoi, c'est la meilleure attaque, le Sénégal, qui a fait plier la défense gambienne dès la 6e minute. Centre d'Amidou Diop et le premier but inscrit par les Lionceaux. La Gambie n'a pas cadré un tir du match. Une victoire logique des Lionceaux qui concluent leur tournoi de la meilleure des manières. C'est une fierté, c'est une grande fierté. Parce que voilà, c'était notre objectif de gagner ça, on a fait un bon tournoi. Mais je ne peux rien dire que d'avoir content. Ce que j'ai fait là, à part sans compter mes coéquipiers, je n'aurais pas réalisé. Donc je remercie le peuple sénégalais et tout pour le soutien. Voilà quoi. Et on se prépare pour la Coupe du Monde qui est dans 2 mois. Pourra pas faire pareil, Inch'Allah. Après la CAN 2022, le CHAN 2023, le Sénégal remporte cette CAN U20 et affirme l'hégémonie naissante du football sénégalais sur le continent. Désormais, les joueurs de Malick Daf n'ont qu'une hâte, s'envoler pour l'Indonésie cet été pour la Coupe du Monde U20 et pourquoi pas continuer d'écrire un peu plus l'histoire. Et avant de nous quitter, cette triste image, celle d'un dauphin échoué sur l'île de Ré, au large des côtes bretonnes en France. Depuis samedi, plusieurs dizaines de carcasses de dauphins ont été retrouvées sur les plages du littoral atlantique. Un nouvel échouage massif que des associations de défense de l'environnement expliquent en raison de la météo et une surpêche très forte. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Demain, ne manquez pas l'édition de la mi-journée par Laurent Leleu. Et en attendant, bonne suite de programmes sur Télé Sud.